Tess d'Orberville, partie 7, chapitre 28. Le refus, bien qu'il fût inattendu, ne découragea pas sérieusement Angel. Son expérience des femmes était suffisante pour deviner que le « non » est souvent l'avant-propos du « oui », mais elle ne l'était pas assez pour se rendre compte que, dans ce cas, les hésitations de la pudeur n'avaient rien à voir à la réponse de Tess. La permission de lui faire la cour, qu'elle lui avait déjà accordée, le rassurait, car il ne savait pas que, dans les champs et les pâturages, ce n'est point du temps perdu que de soupirer gratis. L'amour y est plus souvent accepté inconsidérément et pour son seul et doux charme que dans les demeures soucieuses et inquiètes des ambitieux, où la jeune fille brûle de s'établir et oublie de rechercher sainement la passion comme fin. Tess, pourquoi m'avez-vous dit non de cette façon catégorique ? Lui demanda-t-il quelques jours après. Elle tressaillit. Ne me le demandez pas. Je vous ai dit pourquoi en partie. Je ne suis pas assez bonne, pas assez digne. Comment ? Vous n'êtes pas assez belle dame ? Oui, quelque chose comme cela, murmura-t-elle. Votre famille me mépriserait. En vérité, vous vous méprenez sur eux, sur mon père et ma mère. Quant à mes frères, je m'en soucie peu. Il la serra dans ses bras pour l'empêcher de s'esquiver. Allons, ce n'était pas votre intention, ma douce amie. Je suis sûre que non. Vous m'agitez à tel point que je ne puis lire ni jouer, que je ne puis rien faire. Je ne suis pas pressée, Tess. Mais je veux savoir, je veux entendre de vos chaudes lèvres que vous serez quelque jour à moi. Quand vous voudrez. Mais quelques jours. Elle ne put que secouer la tête et détourner les yeux. Claire la regardait attentivement, étudiait les traits de son visage, comme si c'étaient des hiéroglyphes. La réponse semblait sincère. Alors, je ne devrais pas vous tenir ainsi, n'est-ce pas ? Je n'ai aucun droit sur vous. Aucun droit de vous rechercher ou de me promener avec vous nettement, Tess. Aimez-vous un autre homme ? Comment pouvez-vous le demander ? Dit-elle, se contenant toujours. J'étais presque sûre que non. Mais alors, pourquoi me repoussez-vous ? Je ne vous repousse pas. Je suis heureuse de vous entendre dire que vous m'aimez, et vous pouvez toujours me le dire quand vous êtes avec moi, et vous ne m'offenserez jamais. Mais vous ne voulez pas m'accepter pour mari ? Oh, c'est différent. C'est pour votre bien, en vérité, très cher aimé. Oh, croyez-moi, c'est seulement pour vous. Je ne veux pas me donner le grand bonheur de vous promettre d'être à vous, parce que je suis sûre que je ne dois pas le faire. Mais vous me rendriez heureux. Ah, vous le pensez, mais vous ne savez pas. À ces moments-là, supposant qu'elle refusait parce qu'elle se croyait trop inférieure pour être la femme d'un homme comme lui, il lui disait qu'elle était remarquablement intelligente et d'esprit fort prompt, et c'était vrai. Grâce à sa vivacité naturelle et à son admiration pour lui, elle lui avait pris à un point surprenant son vocabulaire, son accent et des bribes de ses connaissances. Après ces tendres combats et la victoire de Tess, elle s'en allait toute seule sous la vache la plus éloignée, s'il était l'heure de traire, ou au milieu des lèches, ou bien dans sa chambre, si elle avait un instant de loisir, et elle s'y lamentait en silence 1 minute à peine après son refus, en apparence si froid. La lutte était terrible. Son propre cœur était si fort de connivence avec celui d'Angel. 2 cœurs ardents contre une pauvre petite conscience. Elle essayait de fortifier sa résolution par tous les moyens possibles. Quand elle était venue à Talbot Hayes, son parti était pris. Pour rien au monde, elle ne consentirait à une action que son mari pourrait déplorer plus tard. Et elle ne croyait pas devoir rejeter maintenant ce que sa conscience avait décidé pour elle quand son esprit était impartial. Pourquoi n'y a-t-il pas quelqu'un pour tout lui raconter ? Se disait-elle. C'était seulement à une 15aine de lieues d'ici. Pourquoi n'est-ce pas venu jusqu'à Talbot Hayes ?
Quelqu'un doit le savoir. Pourtant, personne ne semblait le savoir. Personne ne le lui racontait. Pendant 2 ou 3 jours, ils ne se dirent rien de plus. Elle devinait, à l'air triste de ses compagnes de chambre, qu'elle la considérait non seulement comme la favorite, mais comme l'élue. Mais elle-même pouvait voir que Tess ne s'était pas mise sur le chemin d'Angel. À aucune époque, Tess n'avait senti la trame de sa vie si nettement mêlée de plaisir et de peine. Le jour où on fit le fromage, ils restèrent encore seuls ensemble. Le laitier y avait lui-même prêté la main. Depuis peu, M. Crick et sa femme semblaient soupçonner l'intérêt mutuel que se portaient les jeunes gens, bien que le soupçon fût des plus légers grâce à leur circonspection. En tout cas, le fermier les laissa tous les deux. Ils étaient en train de diviser les masses de lait caillé avant de les mettre dans les cuves. On eût dit qu'ils émiettaient du pain en large quantité et, dans la blancheur immaculée du caillé, les mains de Tess Durbeyfield semblaient du rosé des roses. Angel, qui remplissait les cuves de poignées de caillé, s'interrompit soudain et posa les mains à plat sur celles de Tess. Les manches de la jeune fille étaient retroussées bien au-dessus du coude. Il se pencha et baisa la saignée de son bras satiné. Bien qu'en ces premiers jours de septembre la chaleur fût étouffante, ce bras, à force de barboter dans le caillé, était à sa bouche aussi froid et humide qu'un champignon nouvellement cueilli, et avait le goût du petit lait. Mais elle était devenue sensitive à tel point que le contact accéléra son pouls. Le sang reflua au bout de ses doigts et ses bras frais devinrent soudain brûlants. Puis, comme si son cœur s'était dit « À quoi bon maintenant la réserve ?» La vérité est toujours la vérité, aussi bien entre un homme et une femme qu'entre un homme et un autre homme. Elle leva ses yeux, qui rayonnèrent de dévouement, sur ceux d'Angel, tandis que sa lèvre se soulevait en un tendre demi-sourire. « Savez-vous pourquoi j'ai fait cela, Tess ?» dit-il. « Parce que vous m'aimez beaucoup. »« Oui, et pour préparer une nouvelle prière. »« Encore ?» Elle semblait craindre soudain que sa résistance ne fût brisée par son propre désir. « Oh, Tessie, continua-t-il, je ne puis pas m'imaginer pourquoi vous êtes si tourmentante. Pourquoi me désappointer ainsi? Vous me paraissez presque une coquette, sur mon âme, une coquette de la plus belle eau des villes. Elles sont tout feu ou tout glace comme vous, et c'est bien la dernière chose que je m'attendais à trouver dans la retraite de Talbot Hayes. Et pourtant, chère aimée, s'empressa-t-il d'ajouter, voyant que cette remarque l'avait touché au vif, je sais que vous êtes la créature du monde la plus honnête, la plus immaculée. Aussi, comment puis-je vous supposer coquette? Tess, pourquoi l'idée d'être ma femme vous déplaît-elle, si vous m'aimez comme vous semblez m'aimer? Je n'ai jamais dit que l'idée me déplaisait, et je n'ai jamais pu le dire, parce que ce n'est pas vrai. L'effort devenait maintenant insupportable. Ses lèvres tremblaient. Elle dut s'en aller. Claire était si peinée et si perplexe qu'il courut après elle et la rejoignit dans le couloir. « Dites-moi, dites-moi » s'écria-t-il, la serrant avec passion, oublieux de ses mains pleines de cahiers. « Dites-moi que vous n'appartiendrez qu'à moi. »« Oui, je vous le dirai, et vous donnerai une réponse définitive si vous me laissez partir maintenant. Je vous dirai mes aventures, tout ce qui me concerne, tout. » « Vos aventures, chérie ? » ?»« Oui, certainement, toutes celles que vous voudrez. » Il acquiesçait avec une tendre raillerie, la regardant en face. « Ma Tess a sans doute presque autant d'aventures que ce liseron sauvage qui, là-bas, sur la haie du jardin, s'est ouvert ce matin pour la première fois. Dites-moi ce que vous voudrez, mais ne me répétez plus cette horrible phrase que vous n'êtes pas digne de moi. » « J'essaierai, et je vous donnerai mes raisons, demain, la semaine prochaine. »« Disons dimanche ? » ?»« Oui, dimanche. » Enfin elle échappa et ne s'arrêta que dans le bosquet de saules étêtés au bas de l'enclos où on ne pouvait la voir. Là,
elle se jeta sur le fouillis bruissant d'herbe de chien-dent comme sur un lit, et s'y tapit toute palpitante de misère, mais de misère interrompue par des élans passagers de joie que la crainte du résultat final ne pouvait complètement étouffer. En réalité, elle glissait vers l'acquiescement. Le souffle qui soulevait sa poitrine, les vagues de son sang, les pulsations tintant à son oreille, étaient comme des voix se joignant à la nature pour se révolter contre ses scrupules. L'accepter sans souci et sans réflexion, s'unir à lui à l'autel, ne rien révéler et risquer tout, saisir avidement la parfaite jouissance avant que les dents de fer de la douleur eussent le temps de se refermer sur elle. Voilà ce que l'amour conseillait. Et, dans une sorte d'extase terrifiée, Tess devinait que, malgré ces mois solitaires d'expiation, de lutte, de méditation, de projets d'avenir isolés et austères, le conseil de l'amour prévaudrait. L'après-midi était avancé et elle demeurait toujours sous les saules. Elle entendit le bruit des seaux qu'on enlevait des supports, le waouh, waouh qui accompagnait le rassemblement des vaches. Mais elle n'alla pas les traire. On aurait vu son agitation. Le fermier, s'imaginant que l'amour seul en était la cause, l'aurait taquiné avec bonhomie, et ce tourment lui aurait été insupportable. Son amant avait deviné sans doute l'état de fatigue et d'énervement où elle se trouvait, et avait dû inventer une excuse pour elle, car personne ne la chercha, ni ne l'appela. À 6h30, le soleil s'abaissa sur l'horizon, pareil à une grande forge dans les cieux, puis bientôt, du côté opposé, se leva une lune monstrueuse comme une citrouille, devant laquelle les saules têtards se dressaient, déformés par la torture que leur imposaient des amputations incessantes et semblables à des monstres à chevelure épineuse. Tess rentra et monta chez elle sans lumière. C'était le mercredi. Le jeudi, Angel la regarda pensivement de loin, mais sans l'importuner. Les filles qui restaient à la ferme, Marianne et les autres, semblaient deviner que quelque chose de définitif se préparait, car, dans leur chambre commune, elles ne lui imposèrent aucune remarque. Vendredi passa, puis samedi. C'était le lendemain. Je m'en vais céder. Je dirai oui. Je me laisserai aller à l'épouser. Je ne peux pas m'en empêcher, murmura-t-elle jalousement, toute haletante, la figure brûlante et enfouie dans son oreiller, en entendant cette nuit-là une des autres filles soupirer le nom d'Angel dans son sommeil. Je ne peux pas supporter qu'il soit à une autre. Et pourtant, c'est une faute envers lui et qui peut le tuer quand il le saura. Oh, mon cœur. Oh. Chapitre 29. Et donc, de qui croyez-vous que j'ai des nouvelles? Ce matin, dit le laitier Crick, en se mettant à table le lendemain et fixant un regard finaud sur les serviteurs aux mâchoires remuantes. Allons, qui croyez-vous que ce soit? L'un chercha à deviner, puis l'autre. Madame Crick ne chercha pas, car elle le savait déjà. Eh bien, dit le fermier, c'est cette espèce de coureur et de feignant de Jack Dollop. Il a épousé une veuve ces derniers temps. Jack Dollop? Faut-il? Dit un des hommes. Le nom était resté dans le souvenir de Tess, car c'était celui de l'amant qui avait trahi son ami et avait été si rudement malmené dans la baratte par la mère de la jeune femme. Et a-t-il épousé la fille de la vaillante matrone, selon sa promesse? Demanda distraitement Claire, en tournant la page du journal qu'il lisait à la petite table où madame Crick le bannissait toujours, parce qu'il était trop distingué. Lui, monsieur? Allons donc. Il n'en avait jamais eu l'intention, répliqua le fermier. Comme je vous dis, c'est une veuve et qui avait de l'argent, à ce qu'il paraît, dans les 50 livres par an, et c'est pour ça qu'il en tenait. Ils se sont mariés précipitamment et ensuite, elle lui a avoué qu'en se mariant, elle perdait ses 50 livres. Imaginez l'état d'esprit de mon beau monsieur à cette nouvelle, et la vie de chien et chat qu'il mène depuis. Ça lui apprendra. Par malheur, c'est la pauvre femme qui souffre le plus.
La sotte aurait dû lui dire plus tôt que le revenant de son premier homme viendrait l'ennuyer, dit madame Crick. Oui, oui, répondit le fermier, incertain. Pourtant, on peut bien voir ce qui en était. Elle désirait un chez elle et ne voulait pas courir le risque de perdre son amoureux. Qu'en dites-vous, les petites? Il regardait la rangée de jeunes filles. Elle aurait dû lui dire juste au moment d'aller à l'église, et comme ça, il n'aurait guère pu se retirer, s'écria Marianne. Oui, elle l'aurait dû, Lise en convint. Elle aurait bien dû voir pourquoi il en tenait. Et elle n'avait qu'à refuser, s'écria Réti nerveusement. Et qu'en dites-vous, ma petite? Demanda le fermier à Tess. Je pense qu'elle aurait dû lui dire toute la chose, ou bien le refuser. Je ne sais pas, répliqua Tess, que le pain étouffait. Du diable, si j'aurais fait l'un ni l'autre, dit Bec Knibbs, l'une des laitières mariées. En amour, tout est de bonne guerre. Je l'aurais épousée juste comme elle, et si, après, il m'avait dit un mot parce que je lui avais pas raconté ce qui me plaisait pas de raconter sur mon premier gars, je l'aurais flanqué par terre avec le rouleau à pâtisserie. Un méchant petit bonhomme comme ça. N'importe quelle femme le pourrait. Tess se joignit par un misérable sourire, et pour la forme, au rire qui suivit cette saillie. Ce qui, pour eux, n'était que comédie, était tragédie pour elle, et c'est à peine si elle pouvait supporter leur hilarité. Elle se leva bientôt de table et, songeant que Claire la suivrait, s'en alla le long d'un petit sentier serpentin qui se dirigeait tantôt à droite, tantôt à gauche des canaux d'irrigation jusqu'au cours principal du Var. En amont de la rivière, on avait coupé les herbes aquatiques qui descendaient au fil de l'eau, îles mouvantes de vertes renoncules presque assez grandes pour qu'elle pût y voguer. De longues mèches s'étaient fixées contre les pieux enfoncés pour empêcher les vaches de traverser la rivière. Oui, voilà ce qui la faisait souffrir. On se demandait si une femme devait raconter son histoire. Et cette question, pour elle, la plus lourde des croix, n'était qu'amusement pour les autres. C'était comme si l'on riait d'un martyr. « Tessie !» on l'appelait par derrière, et Claire, sautant par-dessus la rigole, était debout près d'elle. « Ma femme, bientôt. »« Non, non, je ne puis pas. »« Pour vous, oh, Monsieur Clair, pour vous, je dis non. »« Tess, je dis encore non, » répéta-t-elle. Il ne s'y était pas attendu et, après les premiers mots, avait passé légèrement le bras autour de sa taille, sous sa natte pendante. Les jeunes servantes portaient le dimanche matin leurs cheveux flottants sur le dos, avant d'en faire un très haut édifice pour aller à l'église, coiffure impossible pour traire, la tête appuyée contre la vache. Si elle avait dit oui au lieu de non, il l'aurait embrassée. C'était son intention évidente. Mais ce refus déterminé retint son cœur scrupuleux. Leur vie commune et leur camaraderie de tous les instants donnaient à Tess un tel désavantage dans ses relations forcées qu'il aurait cru abuser d'elle en la pressant par de douces caresses, alors qu'il aurait pu le faire honnêtement si elle avait été plus capable de l'éviter. Il lâcha la taille de Tess, un moment emprisonnée dans ses bras, et se priva du baiser. Ce geste fut décisif. L'histoire de la veuve racontée par le fermier avait seule donné à Tess la force de le refuser cette fois-ci, et un autre instant aurait triomphé d'elle. Mais Angel ne dit plus rien. Il prit un air perplexe et s'éloigna. Chaque jour, ils se rencontraient, un peu moins constamment, et 2 ou 3 semaines s'écoulèrent ainsi. La fin de septembre approcha, et alors elle vit dans les yeux de Claire qu'il allait renouveler sa demande. Il avait maintenant résolu de procéder de façon différente, comme si les refus de Tess lui paraissaient, après tout, simple pudeur de jeune fille, effrayée par la nouveauté de l'offre. Et l'agitation de Tess, ses manières évasives toutes les fois que le sujet était discuté entre eux, semblaient donner raison à Claire. Aussi jouait-il un jeu plus adroit. Sans jamais aller plus loin que les paroles, sans jamais tenter d'autres caresses,
il lui fit une cour obstinée, à mi-voix, en accent aussi doux que le murmure du lait jaillissant auprès des vaches, ou à l'heure de l'écrémage, ou tandis que se faisait le fromage ou le beurre, parmi les poules couveuses ou les cochons et leurs portées. Jamais petite laitière n'avait été ainsi courtisée, et par un homme comme lui. Tess savait qu'elle céderait. Ni le sentiment religieux d'une certaine validité morale dans sa première union, ni le désir consciencieux d'être sincère ne pouvaient y résister plus longtemps. Elle l'aimait avec tant de passion, à ses yeux, il était si divin. Sa nature instinctivement raffinée réclamait cette direction tutélaire. Elle avait beau se dire « Je ne peux jamais être sa femme ». Ses paroles étaient vaines, et c'était justement une preuve de faiblesse que de répéter ce que la forme calme n'aurait jamais pris la peine de formuler. Quand Angel reprenait l'éternel sujet, les accents de sa voix l'agitaient d'un bonheur terrifiant, et elle brûlait et craignait de se rétracter. Il lui semblait, quel homme ne donne pas cette illusion, devoir si bien l'aimer, la chérir et la défendre toujours et contre tout, malgré changements, accusations, révélations, que sa mélancolie se dissipait à la chaleur de cet amour. Pendant ce temps, l'équinoxe approchait, et, bien qu'il fît encore beau, les jours étaient beaucoup plus courts. Les gens de la ferme s'étaient remis depuis longtemps à travailler le matin à la lumière des bougies, et ce fut alors, entre 3 et 4 heures, que Claire renouvela sa prière. Elle avait, comme d'habitude, couru en robe de nuit à sa porte pour l'appeler, puis était retournée s'habiller et avertir les autres, et, 10 minutes après, se retrouvait au haut de l'escalier, la bougie à la main. Au même instant, il descendait ses échelons en manches de chemise et, étendant le bras, lui barrait le palier. « Allons, mademoiselle la coquette, avant de descendre, » fit-il d'un ton péremptoire. « Voilà 15 jours que je n'ai parlé, et cela ne peut durer plus longtemps. Il faut que vous me disiez quelle est votre intention, ou je devrais quitter la maison. Ma porte était entrebâillée tout à l'heure, et je vous ai vu. Pour votre propre sécurité, il faut que je m'en aille. Vous ne savez pas? Eh bien, est-ce oui, enfin? Je viens tout juste de me lever, monsieur Clair, et c'est trop tôt pour m'entreprendre, dit-elle, boudeuse. Vous n'avez pas besoin de m'appeler coquette. C'est cruel, et ce n'est pas vrai. Attendez jusqu'à tantôt. Je vous en prie, attendez à tantôt. Vrai, j'y penserai sérieusement tout ce temps-là. Laissez-moi descendre. Elle avait un peu l'air de la coquette qu'il l'accusait d'être, tenant la bougie de travers et essayant par un sourire de cacher le sérieux de ses paroles. « Appelez-moi Angel et pas Monsieur Clair. »« Angel. »« Angel, cher aimé. »« Pourquoi pas ? » ?»« Cela voudrait dire que j'accepte, n'est-ce pas ? » ?»« Cela voudrait dire seulement que vous m'aimez, même si vous ne pouvez m'épouser. Et vous avez été assez bonne pour l'admettre depuis longtemps. »« Très bien. Alors, Angel, cher aimé, s'il le faut, » murmura-t-elle, regardant sa bougie, les lèvres espiègles malgré son incertitude. Claire avait résolu de ne pas l'embrasser avant d'avoir obtenu sa promesse. Pourtant, à la vue de Tess, sa robe de travail gentiment retroussée, ses cheveux négligemment entassés sur sa tête en attendant qu'elle pût les arranger une fois sa besogne faite, il oublia sa résolution et posa un instant les lèvres sur sa joue. Elle descendit très vite sans se retourner et sans dire un seul mot. Les autres servantes étaient en bas. À l'exception de Marianne, elles dirigèrent sur le couple des yeux ardents et soupçonneux, à la triste lueur jaune des bougies, qui contrastait avec les premières et froides traces de l'aube. L'écrémage terminé, chaque jour moins important, puisque le lait diminuait à l'approche de l'automne, Réti et les autres sortirent de la maison. Les amoureux suivirent. « Nos vies frémissantes sont si différentes des leurs, n'est-ce pas ?» lui dit-il rêveusement, en regardant les 3 silhouettes qui allaient devant lui, d'un pas léger, dans la pâleur glaciale du jour naissant. « Pas si différentes, je crois, dit-elle. Pourquoi le croyez-vous ?
Il y a très peu de femmes dont la vie ne soit pas frémissante, répliqua Tess, s'arrêtant à ce mot comme s'il la frappait. Il y a dans ces trois-là plus que vous ne pensez. Qu'y a-t-il en elles? Presque chacune d'elles serait peut-être pour vous une meilleure femme que moi, et peut-être qu'elle vous aimerait aussi bien que moi. Presque. Oh, Tessie! Elle montra quel exquis soulagement c'était pour elle d'entendre l'impatiente exclamation de Claire, bien qu'elle eût si intrépidement résolu de laisser sa générosité faire contre elle-même une dernière tentative. Maintenant c'était fini. Elle n'aurait plus la force de s'immoler une seconde fois. Une aide du dehors les rejoignit et ils ne parlèrent plus du sujet de leurs préoccupations. Dans l'après-midi, des hommes et des filles de la laiterie descendirent comme d'habitude au pré pour traire plusieurs des vaches qui ne rentraient pas à l'étable. Le lait devenait plus rare à mesure que l'époque du vélage approchait, et les aides louées pour la saison d'abondance avaient été congédiées. L'ouvrage avançait sans hâte. Chaque plein seau était versé dans les hautes boîtes à lait placées sur une grande carriole qu'on avait amenée. Les vaches, une fois traites, s'en allaient d'un pas traînant. Le laitier Crick, qui était là avec les autres et dont la blouse paraissait d'un blanc miraculeux sur le ciel plombé du soir, regarda soudain sa lourde montre. « Mais il est plus tard que je ne pensais, dit-il. Christi, nous ne serons pas à l'heure avec ce lait à la station si nous n'y prenons garde. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de le ramener à la maison pour le mélanger avec le reste avant de l'envoyer. Faut qu'il aille à la gare directement d'ici. Qui veut le conduire ?» Monsieur Clair s'offrit, bien que ce ne fût pas son affaire, et pria Tess de l'accompagner. La soirée, quoique sans soleil, avait été chaude et d'une lourdeur humide pour la saison. Et Tess était sortie seulement avec sa capeline, les bras nus et sans casaquin. Certainement, elle n'était pas habillée pour une course en voiture. Elle répliqua donc par un regard jeté sur son costume sommaire. Mais Claire insista doucement. Elle acquiesça, en donnant au fermier son seau et son escabeau pour les remporter à la maison, et monta dans la carriole près de Claire. Chapitre 30. Au déclin du jour, ils suivaient la route plate à travers les prés grisâtres qui s'étendaient au loin sur une distance de plusieurs kilomètres, encadrés à l'extrême limite de l'horizon par les pentes abruptes et sombres de la lande d'Egdon. Au sommet s'élevaient des bouquets et des bandes de pins dont les cimes dentelées semblaient les créneaux de tours couronnant des châteaux enchantés aux noires façades. Ils étaient si absorbés par le sentiment d'être tout près l'un de l'autre qu'ils restèrent longtemps sans dire un mot. Le silence n'était rompu que par le gloussement du lait dans les grands pots placés derrière eux. Le chemin qu'ils suivaient était si solitaire que les noisettes étaient restées aux branches jusqu'à ce qu'elles glissassent de leur coque et que les mûres pendaient en lourdes grappes. De temps en temps, Angel enroulait la lanière de son fouet autour de l'une d'elles, l'arrachait et la donnait à sa compagne. Bientôt, quelques gouttes de pluie tombèrent du ciel terne, annonçant une averse. L'air stagnant du jour se changea en une brise capricieuse qui se jouait autour de leurs visages. Le glacis vif argent des rivières et des étangs disparut. De vastes miroirs de lumière, ils se transformèrent en nappes de plomb sans éclat dont la surface était pareille à une râpe. Mais Tess n'y faisait pas attention. Sa figure, dont la carnation naturelle était légèrement brunie par la saison, avait pris une teinte plus foncée depuis que les gouttes de pluie la fouettaient. Ses cheveux, qui s'étaient comme d'habitude à moitié défaits pendant qu'elle s'appuyait contre des vaches, s'échappaient à demi de sa capeline de calicot. La pluie commençait à les rendre gluants et à leur donner l'aspect d'algues marines. « Je crois que je n'aurais pas dû venir, » murmura-t-elle en regardant le ciel. « Je suis fâché qu'il pleuve, » dit-il, « mais comme je suis heureux de vous voir ici. » L'Egdon lointain disparaissait peu à peu sous la gaze liquide. La soirée s'assombrissait et, comme les routes étaient coupées par des barrières, ils étaient obligés d'aller au pas. L'air avait fraîchi. « J'ai grand-peur que vous ne preniez froid, n'ayant rien pour vous couvrir les bras et les épaules, »
dit-il. Glissez-vous tout près de moi, et peut-être que cette petite pluie fine ne vous fera pas de mal. Je serais même plus fâché si je ne pensais que la pluie vient à mon aide. Elle se glissa imperceptiblement plus près de lui, et il l'enveloppa d'une grande pièce de toile à voile qui servait quelquefois à protéger du soleil les pots à lait. Maintenant, tout va bien. Oh, non, la pluie me coule un peu dans le cou et doit couler encore plus dans le vôtre. Voilà qui est mieux. Vos bras sont comme du marbre mouillé, Tess. Essuyez-les avec la toile. Maintenant, si vous restez tranquille, nous ne recevrons plus une goutte de pluie. Eh bien, chérie, ma question, cette question d'ancienne date. Pendant quelque temps, rien ne répondit que le claquement des sabots du cheval sur la route humectée par la pluie et les gloussements du lait dans les pots. Vous rappelez-vous ce que vous avez promis ? Oui, répondit-elle. Avant de revenir à la maison, n'est-ce pas ? J'essaierai. Alors, il ne dit plus rien. En continuant leur route, ils virent la ruine d'un vieux manoir du temps du roi Charles se dessiner sur le ciel. Ils le dépassèrent. « Voilà une vieille demeure curieuse, dit-il pour la distraire. C'est l'un des nombreux châteaux qui appartenaient à une ancienne famille normande, autrefois très puissante dans le comté, les de Burville. Je ne passe jamais devant une de leurs résidences sans penser à eux. Il y a quelque chose de fort triste dans l'extinction d'une famille célèbre, même si sa célébrité est toute féodale, violente et tyrannique. Oui, dit Tess. Il s'avançait lentement vers une faible lumière qui commençait à paraître dans l'ombre environnante. Le jour, une blanche traînée de vapeurs irrégulières sur le fond vert sombre indiquait par intervalles les contacts intermittents et passagers de la vie moderne avec ses solitudes. La civilisation allongeait jusque-là, 3 ou 4 fois par jour, ses antennes de vapeur, pour les retirer vivement, comme si elles avaient touché quelque chose d'antipathique. Ils atteignirent la lueur, qui venait d'une lampe fumeuse dans la petite gare, étoile terrestre assez misérable, mais, dans un sens, plus importante pour la laiterie de Talbot Hayes et pour l'humanité que ces étoiles célestes avec lesquelles elle faisait un si piteux contraste. Les bidons de lait furent déchargés sous la pluie et Tess se mit à l'abri d'un houx voisin. Puis survint le sifflement du train qui, presque silencieux, s'arrêta sur les rails mouillés. Les bidons de lait furent rapidement lancés un à un dans le wagon et la lumière de la machine éclaira une seconde la silhouette de Tess Durbeyfield, immobile sous le grand houx. Rien ne pouvait sembler plus étranger d'aspect, aux roues et au levier, que cette jeune fille ignorante et naïve, en robe de calicot toute simple, la capeline de cotonnade retombant sur le front, les bras ronds et nus, le visage et la chevelure trempés de pluie, dans la pose indécise et gracieuse d'un léopard familier en arrêt. Elle remonta près de son amant avec la muette obéissance qui caractérise à certains instants les natures passionnées et, quand ils se furent enveloppés de nouveau jusqu'aux oreilles dans la toile à voile, ils se replongèrent dans la nuit, maintenant épaisse. Tess vibrait si curieusement à toutes les impressions que son esprit était encore occupé de ces quelques minutes de contact avec le tourbillon du progrès matériel. « Les habitants de Londres le boiront demain à déjeuner, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Des étrangers que nous n'avons jamais vus. »« Oui, je le suppose. Ils ne le boiront pas comme nous l'avons envoyé, mais affaibli, pour qu'il ne leur monte pas à la tête. »« Des gens de la noblesse, et des ambassadeurs, et des soldats, des belles dames, et des marchandes, et des bébés, qui n'ont jamais vu de vache. »« Mon Dieu, oui. »« Qui ne savent rien de nous, ni d'où ça vient, et qui ne pensent guère que nous avons fait 4 kilomètres cette nuit, par la pluie, à travers la lande, pour qu'ils le reçoivent à temps. Nous ne sommes pas venus seulement pour ces précieux habitants de Londres, nous sommes venus un peu pour notre propre compte, pour cette affaire qui nous met en souci et avec laquelle, chère Tess, vous allez en finir, j'en suis sûre. Laissez-moi vous présenter maintenant la chose de cette façon. Vous m'appartenez déjà, vous le savez,
De cœur, veux-je dire, n'est-ce pas? Vous le savez aussi bien que moi. Oh oui, oui. Alors, si votre cœur m'appartient, pourquoi pas votre main? C'est seulement à cause de vous, à cause d'une certaine question. J'ai quelque chose à vous dire. Mais supposez que ce soit entièrement pour mon bonheur et aussi dans mon intérêt matériel. Oh oui, si c'est pour votre bonheur et dans votre intérêt. Mais ma vie, avant de venir ici, je veux. Eh bien, c'est dans mon intérêt aussi bien que pour mon bonheur. Si j'ai une ferme très importante, soit ici, soit aux colonies, vous serez pour moi une femme inappréciable, bien supérieure à celle que j'aurais prise dans un des plus grands châteaux du pays. Ainsi, je vous en prie, je vous en supplie, chère Tessie, ôtez-vous de l'esprit que vous me gênerez dans ma carrière. Mais mon histoire, je veux que vous la sachiez. Il faut que vous me laissiez vous la raconter. Vous ne m'aimerez plus tant. Racontez-la si vous le désirez, chérie. Allons, cette précieuse histoire. Oui, je suis née à tel endroit, en l'an de grâce. Je suis née à Marlotte, dit-elle, saisissant pour céder des mots qu'il avait dits à la légère. Et j'y ai grandi. J'étais en 6e quand j'ai quitté l'école, et on disait que je ferais une bonne maîtresse. Et il était décidé que j'en serais une. Mais nous avions du tourment dans la famille. Père n'était pas très travailleur, et il buvait un peu. Oui, oui, pauvre enfant, rien de nouveau. Il l'attira plus près de lui encore. Et puis, il y a quelque chose de très extraordinaire à propos de cela, à propos de moi. J'ai. Tess était haletante. Oui, chérie, n'ayez pas peur, cela ne fait rien. Je ne suis pas une d'Urbayfield, mais une d'Urberville. Je descends de la même famille que les propriétaires de la vieille maison devant laquelle nous avons passé. Et maintenant, nous ne sommes plus rien du tout. Une d'Urberville? Vraiment? Et c'est là tout le tourment, chère Tess? Oui, répondit-elle d'une voix éteinte. Eh bien, pourquoi, le sachant, vous aimerais-je moins? Le fermier m'a dit que vous haïssiez les vieilles familles. Il se mit à rire. Mon Dieu, c'est vrai, dans un sens. Je hais ce principe aristocratique de la noblesse du sang, et je pense que les seules généalogies respectées par notre raison doivent être toutes spirituelles, celles des sages et des gens de bien, sans égard à la paternité corporelle. Mais cette nouvelle a beaucoup d'intérêt pour moi. Vous ne pouvez vous imaginer à quel point. Vous-même, n'éprouvez-vous pas quelque satisfaction à être d'une race si connue? Non, je trouve que c'est triste, surtout depuis que je suis venue ici et que j'ai appris combien de ces collines et de ces champs appartenaient à la famille de mon père. Mais d'autres collines et d'autres champs appartenaient à la famille de Réty, et peut-être d'autres à celle de Marianne, de sorte que je n'y attache pas grande valeur. Oui, il est surprenant de penser combien de ceux qui maintenant cultivent le sol en étaient autrefois propriétaires. Et je m'étonne parfois qu'une certaine classe de politiciens ne tire aucun parti de ce fait. Mais ils ne semblent pas le connaître. Je m'étonne de n'avoir pas vu la ressemblance de votre nom avec celui des d'Orberville, et de n'en avoir pas découvert l'altération manifeste. Et c'était là le secret? Elle n'avait pas avoué. Au dernier moment, son courage avait faibli. Elle avait eu peur qu'il ne lui reprochât de ne l'avoir pas averti plus tôt, et l'instinct de la conservation l'avait emporté sur la sincérité. Naturellement, continuait l'inconscient Angel, j'aurais été heureux de savoir que vous descendiez exclusivement de cette classe du peuple anglais, patiente, muette, oubliée, et non de ces quelques égoïstes ambitieux qui se rendirent puissants aux dépens du reste. Mais mon affection pour vous me corrompt, Tess, ajouta-t-il en riant, et moi aussi, je deviens égoïste. Je me réjouis pour vous de votre naissance. Le monde est si désespérément snob que votre origine causera une différence appréciable dans la façon dont il vous recevra, quand je vous aurai épousé, et que j'aurai fait de vous une femme instruite et cultivée, comme j'en ai l'intention. Ma mère, elle aussi, la chère âme, en aura bien meilleure opinion de vous. Tess, dorénavant,
il vous faut écrire votre nom correctement. d'Urberville. J'aime mieux l'autre façon. Mais il le faut, chérie. Grand Dieu, combien de millionnaires parvenus du jour au lendemain se précipiteraient dessus. À propos, il y en a un de cet acabit qui a pris votre nom. Où en ai-je entendu parler? Là-bas, dans le voisinage de la chasse, je crois. Mais c'est l'homme avec qui mon père a eu une histoire que je vous ai racontée. Quelle bizarre coïncidence. Angel, j'aimerais mieux ne pas prendre ce nom. Il porte malheur peut-être. Elle était très agitée. Cette fois, Madame Thérèse d'Urberville, je vous tiens. Acceptez mon nom, et vous échapperez au vôtre. Le secret est lâché. Pourquoi me refuseriez-vous plus longtemps? Si j'étais certaine de vous rendre heureux en étant votre femme, et si vous croyez que vous désirez beaucoup, beaucoup m'épouser. Mais oui, chérie, bien sûr. Je veux dire, c'est seulement parce que vous me désirez beaucoup et que vous pourriez à peine vivre sans moi, malgré mes fautes, qu'il me semblerait devoir dire oui. Vous direz oui. Vous le dites, je le sais. Vous serez à moi pour toujours. Oui. Elle ne l'eut pas plus tôt dit qu'elle éclata en sanglots secs et pénibles, si violents qu'elle en semblait déchirée. Tess n'était point nerveuse, et il en fut surpris. « Pourquoi pleurez-vous, chérie ?» ?»« Je ne puis dire. Je ne sais pas. Je suis si contente de penser que je serai à vous et vous rendrai heureux. » »« Mais cela ne ressemble pas beaucoup à du plaisir, ma Tessie. »« Je veux dire, je pleure parce que j'ai rompu mon vœu. J'avais dit que je mourrais sans m'être mariée. Mais si vous m'aimez, vous ne pouvez pas être fâché que je sois votre mari. Non, 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 mais oh, il y a des moments où je voudrais n'être jamais née. Cette fois, ma chère Tess, si je ne savais pas que vous êtes très surexcitée et très inexpérimentée, je dirais que cette remarque n'est pas flatteuse. Comment pouvez-vous souhaiter une chose pareille si vous tenez à moi? Mais tenez-vous à moi? Je voudrais que vous me prouviez votre amour de quelque façon. Comment puis-je le prouver plus que je ne l'ai déjà fait? S'écria-t-elle dans une folie de tendresse. Ceci le prouvera-t-il davantage? Elle lui jeta les bras autour du cou et, pour la première fois, Claire apprit ce que sont les baisers d'une femme passionnée sur les lèvres de celui qu'elle aime de tout son cœur et de toute son âme. « Là, croyez-vous maintenant ?» demanda-t-elle, toute rouge et s'essuyant les yeux. « Oui, je n'en ai jamais vraiment douté. Jamais, jamais. » Ils allaient ainsi à travers les ténèbres, empaquetés dans la toile à voile, le cheval marchant à sa guise et la pluie leur fouettant le visage. Elle avait consenti. Elle aurait pu aussi bien commencer par là. Cet appétit de joie qui règne dans toute la création, cette force terrible qui entraîne l'humanité vers le but assigné comme le courant entraîne l'herbe impuissante, ne pouvait être réprimée par de vagues élucubrations sur les convenances sociales. « Il faut que j'écrive à ma mère, dit-elle. Cela ne vous fait rien. »« Bien sûr que non, cher enfant. Vous êtes pour moi une vraie enfant, Tess. De ne pas savoir combien il est convenable d'écrire à votre mère en cette occasion et combien, de ma part, il serait mal de m'y opposer. Où demeure-t-elle ? » ?»« Au même endroit, à Marlotte, de l'autre côté du Val de Blackmoor. »« Ah, mais alors je vous ai vu avant cet été ? » ?»« Oui, à cette danse sur l'herbe. Mais vous n'avez pas voulu danser avec moi. Oh, j'espère tant que ce n'est pas de mauvais présages. » Chapitre 31. Tess écrivit à sa mère, dès le jour suivant, une lettre très touchante et très pressante, et, à la fin de la semaine, la réponse lui parvint de l'écriture indécise et antique de John d'Urberville. « Ma chère Tess, j'écris ces quelques lignes dans l'espoir qu'elles te trouveront en bonne santé, comme elles me laissent à présent, Dieu merci. Chère Tess, nous sommes tous heureux d'apprendre que tu vas bientôt te marier pour de bon. Mais pour ce qui est de ta question, Tess, je dis entre nous, tout à fait en particulier,
mais très nette, que sous aucun prétexte tu ne dois dire un mot de votre malheur passé. Je n'ai pas dit tout à ton père à cause qu'il était si fier de sa responsabilité, et peut-être que ton prétendu est pareil. Plus d'une femme, et des plus relevées dans le pays, ont eu un malheur dans leur temps. Et pourquoi est-ce que tu irais crier le tien sous les toits, puisqu'elle ne crie pas le leur? Aucune fille ne serait assez sotte pour cela, surtout que c'est depuis si longtemps, et pas du tout de ta faute. Je répondrais de même, et si tu me demandais 50 fois. Et puis, tu ne devras pas l'oublier, sachant que c'est dans ta nature enfantine de dire tout ce que tu as dans le cœur, innocente que tu es. Je t'ai fait promettre de ne jamais le laisser échapper, ni par des paroles, ni par des actes, parce que j'avais en tête ton bien, et tu me l'as promis solennellement en sortant de cette porte. Je n'ai pas soufflé mot de cette question, ni de ton mariage à venir à ton père. Il en jaserait partout, le pauvre innocent. Chère Tess, ne perds pas courage, et nous avons l'intention de t'envoyer un muide de cidre pour ta noce. Je sais qu'il y en a guère dans tes parages, et ce qu'il y a, c'est de la drogue, aigre et toute clairette. Donc, rien de plus à présent, et mes affectueuses amitiés à ton jeune homme. Ta mère qui t'aime, J. Dubberfield. Oh, mère, mère, murmura Tess. Elle découvrait combien les événements les plus accablants laissaient peu d'impression sur l'esprit élastique de madame Durbeyfield. Sa mère ne voyait pas la vie comme elle. Cet épisode obsédant du passé n'était pour John qu'un incident passager. Mais peut-être que sa mère, après tout, jugeait sainement de la conduite à suivre. Quelles que fussent ses raisons. À y bien réfléchir, le silence paraissait préférable pour le bonheur du bien-aimé. Donc, elle garderait le silence. Ainsi, se reposant sur l'ordre de la seule personne au monde qui eût le droit de la diriger, Tess retrouva le calme. Elle s'était déchargée de cette responsabilité, et son cœur était plus léger qu'il ne l'avait été depuis de longues semaines. Elle vécut durant les derniers jours d'automne à des hauteurs spirituelles qui approchaient de l'extase. À peine son amour pour Claire avait-il quelque chose de terrestre. Pour sa sublime confiance, il était toute bonté. Il avait toute la science que doit posséder guide, philosophe et ami. Tous les traits de sa personne étaient la perfection de la beauté virile. Son âme était l'âme d'un saint, son esprit celui d'un prophète. L'amour qu'elle ressentait pour lui la remplissait de noble fierté. Elle semblait porter une couronne, et son cœur plein de dévotion s'élevait vers lui, reconnaissant de l'amour qu'il daignait avoir pour elle. Parfois, il rencontrait ses yeux adorateurs, ses grands yeux sans fond, qui le regardaient dans leurs abîmes, comme s'ils apercevaient devant eux quelque chose d'immortel. Elle écarta le passé, le foula aux pieds, l'étouffa comme un charbon mal éteint et dangereux. Jusqu'ici, elle n'avait pas imaginé que des hommes puissent être aussi désintéressés, aussi chevaleresques, aussi protecteurs dans leur amour pour les femmes. En réalité, Angel était loin d'être ce qu'elle le croyait. Ridiculement loin. Cependant, l'esprit chez lui l'emportait sur la brute. Il était maître de lui et singulièrement exempt de grossièreté. Bien qu'il ne fût pas de nature froide, il était plus inflammable qu'ardent, il tenait de Shelley plus que de Byron. Il pouvait aimer éperdument, mais d'un amour plutôt idéal et imaginatif. C'était une émotion raffinée, capable de protéger jalousement l'aimé contre lui-même. Tess, dont les quelques expériences avaient été si malheureuses jusqu'alors, en était surprise et transportée, et, après son indignation contre le sexe masculin, elle réagissait dans le sens opposé et rendait à Claire un excès d'honneur. Ils cherchaient tout naturellement à se trouver ensemble. Dans la foi honnête qu'elle avait en son amant, elle ne distinguait pas son désir d'être auprès de lui. Elle avait, sans le formuler nettement, l'instinct qu'en se dérobant, comme font les femmes pour attirer la généralité des hommes, elle pourrait déplaire à un être aussi parfait, puisque ce serait, après l'aveu d'amour, montrer un soupçon d'artifice.
L'usage de libre camaraderie en plein air, habituel dans les campagnes pendant les fiançailles, était le seul qu'elle connût et n'avait rien d'étrange pour elle. Claire trouva d'abord un peu bizarre d'anticiper ainsi sur l'avenir, mais il vit combien la chose semblait normale à Tess et aux gens de ferme. Aussi, durant ce mois d'octobre, aux merveilleux après-midi, ils errèrent ensemble dans les prés, par des sentiers paresseux, le long des ruisselets qu'ils traversaient d'un bond sur de petits ponts de bois. Partout, ils percevaient le son de quelques barrages gazouillants, dont le bourdonnement accompagnait leurs murmures, tandis que les rayons du soleil, presque au ras du sol, couvraient le paysage d'un pollen de splendeur. De minuscules brouillards bleus se voyaient dans l'ombre des arbres et des haies, tandis que, partout ailleurs, brillait le soleil. Il était si près du sol, et la prairie était si plate, que les ombres de Claire et de Tess s'allongeaient devant eux sur une distance de plus de 500 mètres. Semblables à deux grands doigts, elles paraissaient désigner au loin l'endroit où la verte étendue d'alluvion aboutissait aux pentes douces qui bordaient la vallée. Des hommes travaillaient alentour, car c'était la saison où l'on nettoyait les petits canaux d'irrigation pour l'hiver, en réparant les bords là où ils avaient été défoncés par les sabots des vaches. Claire gardait hardiment son bras autour de la taille de Tess, en vue des travailleurs, avec l'air d'un homme habitué à ces tendresses publiques, bien qu'il fût en réalité aussi timide qu'elle. Les lèvres entr'ouvertes, regardant les ouvriers du coin de l'œil, elle semblait un animal craintif. « Vous n'avez pas honte de moi, devant eux ?» disait-elle avec joie. « Certes non. Mais si vos parents de Minster apprenaient que vous vous promenez comme cela avec moi, une fille de ferme. » « La plus ensorcelante fille de ferme du monde. »« Ils pourraient trouver que cela blesse leur dignité. » »« Ma chère enfant, une d'Urberville, blesser la dignité d'un clerc, c'est une fameuse carte dans votre jeu que cette famille. Et je la réserve pour un grand effet, après notre mariage, quand le pasteur Tringham nous aura donné les preuves de votre naissance. Et puis, mon avenir va être tout à fait étranger au mien. Nous quitterons cette région de l'Angleterre, peut-être même l'Angleterre, et qu'importe la façon dont les gens d'ici nous considèrent. Vous serez contente de vous en aller, n'est-ce pas ? Elle ne put répondre que par un simple oui, tant elle était émue à la pensée de partir à travers le monde, avec lui pour intime ami. Ses oreilles semblaient remplies du babil des flots et des larmes lui montaient aux yeux. Elle mit sa main dans celle d'Angel, et ils allèrent jusqu'à un endroit de la rivière où le soleil, réfléchi sous un pont, renvoyait ses rayons avec un éclat éblouissant de métal fondu, bien que l'astre lui-même fût caché. Ils se tinrent immobiles, et de petites têtes fourrées et emplumées sortirent brusquement de la surface unie de l'eau, puis, découvrant que ceux qui les avaient troublés n'avaient point continué leur chemin, elles disparurent de nouveau. Ils restèrent longtemps sur le bord de la rivière, jusqu'à l'heure, peu avancée en cette saison, où le brouillard commença de les envelopper, déposant sur les cils de Tess, sur ses sourcils et ses cheveux, des gouttelettes de cristal. Le dimanche, ils se promenaient plus tard, à la nuit noire. Quelques gens de la ferme, le premier dimanche soir qui suivit leurs fiançailles, entendirent les propos impulsifs de Tess, entrecoupés par ses transports, bien qu'ils fussent trop loin pour distinguer les mots. Ils remarquaient le ton nerveux et saccadé de ses paroles, interrompu à chaque syllabe par les bonds de son cœur, tandis qu'elle se promenait, appuyée sur le bras d'Angel, ses poses de bonheur, et, de temps en temps, le petit rire ineffable sur lequel son âme paraissait s'envoler. Le rire d'une femme qui est avec celui qu'elle aime, et qu'elle a conquis sur toutes les autres femmes. Il voyait l'élasticité de sa démarche, qui la faisait ressembler à un oiseau effleurant le sol avant de s'y poser. Son affection pour lui était maintenant son souffle et sa vie. Elle en était enveloppée comme d'une atmosphère lumineuse dont l'éclat lui faisait oublier les chagrins passés et contenait les spectres sombres toujours prêts à s'avancer pour la saisir. Doute, crainte, mélancolie, honte et souci. Elle savait qu'il l'attendait, pareil à des loups, au-delà du cercle de lumière,
mais elle avait pour longtemps le pouvoir de les y retenir en suggestions affamées. Son âme oubliait et son intelligence se souvenait. Elle marchait dans la clarté, mais elle savait que ces fantômes de ténèbres rôdaient toujours à l'écart. Peut-être s'éloignait-il, peut-être s'approchait-il un peu plus chaque jour. Un soir, Tess et Claire furent obligées de rester pour garder la maison, tout le monde étant sorti. Pendant qu'ils causaient, elle leva les yeux pensivement sur lui et rencontra son regard admirateur. « Je ne suis pas digne de vous. Non, je ne le suis pas, » s'écria-t-elle, se levant brusquement de son tabouret bas, comme épouvantée de cet hommage et de la plénitude de sa joie. Claire, prenant pour la cause de ce trouble ce qui n'en était qu'une très petite partie, lui dit « Je ne veux pas que vous parliez ainsi, chérie. La distinction ne consiste pas dans l'habitude facile d'un tas de conventions méprisables, mais dans l'assurance d'être au nombre de celles qui sont loyales, honnêtes, justes, pures, gracieuses et de bonne renommée. Comme vous, chère Tess. » Elle lutta contre le sanglot qui la prenait à la gorge. Que de fois cette kyrielle de qualité entendue à l'église avait fait, dans ces dernières années, souffrir son jeune cœur. Et comme c'est étrange qu'il les eût citées maintenant. « Pourquoi n'êtes-vous pas resté et ne m'avez-vous pas aimé quand j'avais 16 ans, quand je vivais avec mes petits frères et sœurs et que vous dansiez sur la pelouse? Oh, pourquoi, dit-elle, joignant les mains avec impétuosité. Angel se mit à la consoler, à la réconforter, songeant, avec quelque raison, combien elle était impressionnable et changeante, et comme il devrait avoir soin d'elle quand elle dépendrait entièrement de lui pour son bonheur. « Oui, pourquoi ne suis-je pas resté ?» fit-il. « C'est justement ce que je me dis, si j'avais su. Mais il ne faut pas en éprouver un regret si amer. Pourquoi donc ?» Avec l'instinct féminin de dissimulation, elle répondit aussitôt. « J'aurais eu 4 ans de plus de votre cœur. Je n'aurais pas gâché ma vie comme je l'ai fait. J'aurais eu autant de bonheur de plus. » Ce n'était pas une femme au long passé d'intrigues ténébreuses qui était ainsi torturée, mais une simple et naïve enfant de 20 ans à peine, prise au piège comme un oiseau, au temps de son inexpérience. Pour se calmer tout à fait, elle se leva de son petit tabouret et quitta la chambre, renversant l'escabeau avec ses jupes. Il resta, à la gaie lueur du feu que projetait le fagot de vertes ramilles de frêne, posé en travers des chenets. Les branches craquaient allègrement et de leurs extrémités sortaient en sifflant des bulles de sève. Quand elle revint, elle avait repris l'empire sur elle-même. « Ne pensez-vous pas que vous êtes un tout petit brin capricieuse et changeante, Tess ?» dit-il avec bonne humeur, en arrangeant pour elle un coussin sur le tabouret et en s'asseyant sur le banc près d'elle. « Je voulais vous demander quelque chose quand, justement, vous vous êtes enfuie. »« Oui, peut-être bien que je suis capricieuse, » murmura-t-elle. Elle s'approcha soudain de lui et posa les mains sur les bras du jeune homme. « Non, Angel, je ne le suis pas réellement. Pas de nature, je veux dire. » Pour lui mieux assurer qu'elle ne l'était pas, elle se mit tout près de lui sur le banc et laissa reposer sa tête sur l'épaule de Claire. « Que vouliez-vous me demander ? Je vous répondrai, sûrement, » continua-t-elle avec humilité. « Eh bien, vous m'aimez et vous avez consenti à m'épouser. D'où suit une troisième question. Quel sera le jour ? Notre vie de maintenant me plaît. Mais il faut que je pense à me mettre à l'ouvrage pour mon propre compte, dès le nouvel an ou un peu plus tard. Et, avant de me plonger dans les multiples détails de ma nouvelle position, je voudrais m'être assuré une nouvelle compagne. Mais, répondit-elle timidement,
au point de vue vraiment pratique, ne vaudrait-il pas mieux ne nous marier qu'après tout cela, bien que je ne puisse supporter l'idée de vous voir partir et de me laisser ici. Naturellement, vous ne le pouvez pas, et cela ne vaut donc pas mieux. J'ai besoin de vous pour m'aider de 1000 manières à débuter dans mon métier. Quand sera-ce? Pourquoi pas aujourd'hui en 15? Non, dit-elle, devenant sérieuse. J'ai tant de choses à penser avant. Mais il l'attira doucement. La réalité du mariage était effrayante, maintenant qu'ils se montraient si proches. Avant qu'ils eussent commencé à discuter la question, voilà que monsieur le laitier Crick, madame Crick et 2 des servantes entrèrent soudain dans la pièce éclairée par le feu. Tess bondit sur ses pieds comme une balle élastique, tandis que son visage se colorait et que ses yeux brillaient à la lueur du foyer. « Je savais ce qui m'arriverait si je m'asseyais si près de lui, » s'écria-t-elle dans sa contrariété. « Je me le disais. Bien sûr, ils vont venir nous surprendre. Mais vraiment, je n'étais pas assise sur ses genoux, même si j'en avais l'air. » « Ma foi, si vous l'aviez pas dit, pour sûr que nous n'aurions jamais remarqué si vous étiez assise quelque part avec cette lumière, » répondit le laitier, et s'adressant à sa femme avec la lourdeur stupide d'un homme qui n'entend rien aux émotions de l'amour. « Voilà, Christiane, ça prouve que les gens ne devraient jamais imaginer que les autres gens supposent les choses quand ça n'est pas vrai. Oh non, je n'aurais jamais pensé où qu'elle était assise, si elle me l'avait pas dit. Oh, que nenni !»« Nous allons bientôt nous marier, » dit Claire avec un flegme improvisé. « Ah, vous allez vous marier ? Et là, je suis joliment heureux de l'apprendre, monsieur. Je pensais depuis un bout de temps que, peut-être, vous vous y décideriez. Elle est trop bien pour une fille de laiterie, je l'ai dit le premier jour où je l'ai vue. Et un fameux lot pour un homme. Et, ce qui vaut mieux, une femme merveilleuse pour un propriétaire cultivateur. Il ne sera pas à la merci de son intendant avec elle. » Tess avait disparu. Elle avait été plus saisie encore par le regard des filles qui suivaient Crick que déconcertée par les brusques louanges du fermier. Après le souper, quand elle monta dans sa chambre, elle les y trouva. Une bougie était allumée et les 3 étaient assises, toutes blanches, dans leur lit, attendant Tess comme des spectres vengeurs. Mais elle vit bientôt qu'elles n'avaient point de rancune. Elle ne pouvait dire qu'elles avaient perdu ce qu'elles n'avaient jamais espéré. Elle restait dans un état de contemplation objective. « Il va l'épouser, » murmura Réti, sans détourner les yeux de Tess. « Comme on le voit bien sur sa figure. »« C'est-il vrai que tu vas l'épouser ?» demanda Marianne. « Oui, » dit Tess. « Quand ?»« Quelques jours. » Elles crurent que c'était une réponse volontairement évasive. « Oui, elle va l'épouser, un monsieur, » répétait Is Huette. Et, par une sorte de fascination, les 3 jeunes filles se glissèrent l'une après l'autre hors de leur lit et vinrent entourer Tess, pieds nus. Réti mit les mains sur les épaules de Tess, comme pour bien se prouver l'existence de son amie après un tel miracle, et les 2 autres lui entourèrent la taille, toutes regardant sa figure. « Comme cela paraît bizarre. »« Je ne peux pas me l'imaginer, » dit Is Huette. Marianne embrassa Tess. « Oui, » murmura-t-elle en détachant ses lèvres. « Est-ce pour l'amour d'elle ou parce que d'autres lèvres l'ont touchée tantôt ?» fit Is sèchement. « J'y pensais pas, » dit simplement Marianne. « Seulement, ça me paraît si étrange. Elle va être sa femme et personne d'autre. J'y trouve pas de mal. Pas plus qu'aucune de nous, puisque nous y pensons pas. Nous l'aimions seulement. Pourtant, personne d'autre l'épousera en ce monde. Pas de belle dame avec des bijoux, de l'or, de la soie, du satin, mais elle, qui vit tout comme nous. »« Êtes-vous sûre que vous ne me détestez pas pour cela ?» dit Tess à voix basse. Elles se penchèrent sur elle, dans leurs blanches robes de nuit, avant de répondre, comme si elles pensaient que leur réponse pouvait dépendre de sa physionomie.
Je ne sais pas, murmura Retty Priddle. Je voudrais te haïr, mais je ne peux pas. C'est ce que je sens, répétèrent comme un écho Lise et Marianne. Je ne peux pas la haïr, quelque chose m'en empêche. Il devrait épouser une de vous, murmura Tess. Pourquoi? Vous êtes toutes meilleures que moi. Nous? Meilleures que toi? Dirent les jeunes filles d'une voix basse et lente. Non, non, chère Tess. Si, s'écria-t-elle impétueusement. Et, s'arrachant soudain des bras qui la retenaient, elle fut prise d'une crise de larmes nerveuses, se courbant sur la commode et répétant sans cesse « Oh si, si, si !» Une fois qu'elle eut commencé à céder, elle ne put arrêter ses pleurs. « Il aurait dû prendre l'une de vous !» cria-t-elle. « Je crois que je vais le décider encore maintenant. Vous voudriez mieux que... Je ne sais pas ce que je dis. Oh !» Elles s'approchèrent d'elle et la serrèrent dans leurs bras, mais les sanglots continuaient et elle en était déchirée. « Allez chercher de l'eau, dit Marianne. Nous l'avons bouleversée. Pauvre petite, pauvre petite. » Elles la menèrent doucement à son lit et l'embrassèrent avec chaleur. « Tu vaux mieux pour lui, dit Marianne. Tu es plus d'âme et plus savante que nous, surtout depuis qu'il t'a appris tant de choses. Même que tu devrais être si fière. Es-tu pas fière? Pour sûr que oui. Oui, dit-elle, et j'ai honte de m'être laissée aller. Quand toutes furent couchées et que la lumière fut éteinte, Marianne lui chuchota de son lit. Tu penseras à nous quand tu seras sa femme, Tessie. Et comment nous t'avons dit que nous l'aimions? Comment nous avons essayé de ne pas te détester? Et nous t'avons pas détesté, parce que c'était toi qui l'avais choisi, et que nous avions jamais espéré être choisis par lui. Elles ne surent pas qu'à ces paroles, les larmes amères et cuisantes ruisselèrent de nouveau sur l'oreiller de Tess, et qu'elle résolut, le cœur près de se rompre, de raconter à Angel, Claire, toute son histoire, malgré la défense de sa mère, et de ne pas garder un silence qui pouvait passer pour une trahison envers lui et qui, en tout cas, semblait une injustice à l'égard de ces pauvres filles.